Une mise en scène hors norme. Dernière répétition générale à Pékin qui célébrera demain les 70 ans de la République populaire de Chine. Point d'orgue des festivités, 15 000 militaires défileront dans la capitale. Des missiles nucléaires, dernier cri, seront aussi présentés à la foule. Une démonstration de force à laquelle les civils seront associés. 100 000 Chinois participeront à un carnaval. 70 chars retraceront les grandes étapes de l'ascension de la Chine, devenue la deuxième puissance économique mondiale. Une toute-puissance ternie par la crise qui ébranle la province de Hong Kong. Hier encore, des affrontements ont éclaté entre les forces de l'ordre et les manifestants. C'est une protestation contre la tyrannie de Pékin. Pour calmer les esprits, le président chinois a promis de continuer à respecter l'autonomie de Hong Kong. Nous ferons les choses conformément à la Constitution et à la loi, avec le plein soutien de la patrie et les efforts communs de tous les compatriotes qui aiment le pays. Hong Kong et Macao progresseront en même temps que le continent. Mais ce n'est pas la seule difficulté que rencontre l'ambitieux Xi Jinping. L'économie chinoise montre des signes de faiblesse sur fond de guerre commerciale avec Donald Trump. À l'ONU, la semaine dernière, la Chine a prévenu, elle ne se laissera pas impressionner. La Chine ne sera jamais effrayée par les menaces, ni ne pliera devant les pressions. 70 ans après sa proclamation, la République populaire de Chine veut-elle imposer sa vision du monde? L'Europe et les États-Unis peuvent-ils lui résister? Nous allons voir ce que vous en pensez tous les trois. Chen Yanli, bonsoir. Vous êtes consultante spécialiste des relations commerciales franco-chinoises. Vous avez fondé Feida Consulting et fait paraître chez Erol Réussir sur le marché chinois que voici. Et vous considérez que la Chine est en train de retrouver la place mondiale qu'elle occupait sous la dynastie Tang, s'il vous plaît, instaurée au 7e siècle. Le monde a besoin de s'y habituer pour mieux collaborer avec la Chine à long terme. À côté de vous, Sophie Boisseau du Rocher, vous êtes chercheur associé au Centre Asie de l'IFRI. Votre livre « La Chine et le monde, essai sur la sino-mondialisation », coécrit avec Emmanuel Dubois, paru en janvier dernier aux éditions Odile Jacob. On le voit derrière moi, n'est-ce pas ? Voilà. Voilà, merci d'opiner. Pour vous, Sophie Boisseau, cet anniversaire est l'occasion pour la Chine d'exhiber sa puissance afin de rassurer sa population et de montrer sa détermination au monde, notamment aux États-Unis. Enfin, Pierre Grosser, bonsoir. Bonsoir. Historien, professeur à Sciences Po, vous êtes spécialiste de l'histoire des relations internationales. Et une nouvelle édition de votre livre, L'histoire du monde se fait en Asie, disponible chez Odile Jacob. Et derrière moi, oui, nous le voyons, selon vous, Pierre Grosser, une bipolarisation du monde entre les États-Unis et la Chine est envisageable, ce qui pourrait contribuer à la mise en place d'un système alternatif chinois au système que nous connaissons, le système libéral occidental. Nadia, vous démarrez ce débat avec une question d'un de nos internautes. Oui, c'est un téléspectateur qui nous a adressé la question suivante. Le temps est-il venu d'une affirmation décomplexée de la puissance chinoise? Sophie Boisseau du Rocher, vous en revenez de Chine. Qu'est-ce que vous avez vu de ce qui se prépare? On parle du plus grand défilé militaire de l'histoire de la Chine populaire. Le défilé va être absolument grandiose, il va être magistral. 400 000 personnes vont défiler avenue de la Paix éternelle et place Tiananmen. Ça va être un grand spectacle, un magnifique spectacle au demeurant qui va flatter de façon très légitime la fierté patriotique chinoise, il n'y a aucun doute, resserrer les rangs derrière Xi Jinping et puis aussi envoyer des messages aux partenaires extérieurs. À l'international. À l'international, aux États-Unis et au monde occidental et aux potentiels alliés de la Chine. Alors, est-ce que la Chine est décomplexée? Écoutez, je crois que, de ce que je retiens de ma visite à Pékin la semaine dernière, c'est elle se décomplexifie, mais néanmoins, elle est quand même gênée aujourd'hui parce qu'elle est gênée par les pressions américaines. Les pressions américaines la placent dans une situation très ambiguë parce que effectivement, pour l'instant, il y a un ton un peu bravache. Nous résistons bien. Et d'ailleurs, ça va nous inciter à accélérer les réformes. Et en même temps, on sent une grande inquiétude. Petite fébrilité. Alors Claude, un petit retour en arrière. 1949, quelle était la situation en Chine pour... Elle est résumée par notre chiffre du jour qui témoigne du chemin parcouru. 9 comme les 9 Chinois sur 10 qui en 49 vivaient à la campagne et gagnaient en moyenne $50 par an. Aujourd'hui, on parle de la première puissance économique mondiale, de citadins qui gagnent $10 000 par an. Pierre Grosser, est-ce que c'est cela qu'il faut retenir du communisme chinois? Pas les millions de morts, des échecs et des répressions, mais cette
incroyable succès économique. Le discours officiel, c'est de considérer qu'il y a une ligne directe entre ce qui s'est passé en 1949, c'est-à-dire une rupture majeure, ce qui est en partie discutable, mais en tout cas l'idée d'une rupture majeure, au succès d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le communisme, comme disait l'autre, c'est un bloc. Et le succès de la Chine, c'est un bloc, c'est-à-dire que les années Mao, pour aller vite, ne sont absolument pas répudiées. Les années Mao sont un des fondements qui a permis ensuite la croissance extraordinaire à partir de 1900, des années 70. Ça, c'est le discours interne chinois. Mais est-ce qu'encore une fois, le succès économique de la Chine est-il dû à l'organisation de la société conçue, verrouillée par le Parti communiste? Est-ce que ça, c'est lié, d'après vous? Alors oui, que le Parti communiste ait eu un rôle extrêmement important dans le développement, c'est une évidence. Après, on peut toujours considérer qu'étant donné l'ensemble des ressources humaines, des ressources naturelles de la Chine, c'était, j'allais dire, pratiquement normal que la Chine retrouve une place qu'elle avait dans les temps anciens, pas forcément à la dynastie Tang, mais déjà jusqu'au en gros 18e siècle, où quand même on admirait la Chine. Et donc, il y a une espèce de parenthèse, alors appelé en Chine le siècle des humiliations, et donc la Chine, d'une certaine façon, retrouve sa place et nettoie finalement ce siècle difficile qu'elle a connu des années 1840 à 1949. Zhou Nianli, vous êtes d'accord? Fin de la parenthèse, restauration d'une puissance qui ne pourra que continuer à s'amplifier? Déjà, je reviens sur un point qui est très intéressant, qui a été mentionné sur est-ce que les succès de la Chine jusqu'à aujourd'hui sont en partie liés au régime politique chinois. Ma réponse est oui, en fait, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui expliquent les succès de la Chine jusqu'à aujourd'hui. Vous savez que dans la culture chinoise, on est très habitué à avoir un chef qui donne des ordres. Un père de la famille, ça on le constate aussi dans la société féodale. Ça veut dire que si la direction est bonne, et en même temps... Si le timonier donne la bonne direction, exactement. On suivra. Et les Chinois sont très forts pour exécuter des ordres, les décisions. On va dans le bon sens. Bon, il y a toujours des zones d'amélioration. Après, deuxième point, je pense qu'aujourd'hui, il est vrai qu'on a beaucoup de pression dans l'économie chinoise en raison surtout de la guerre commerciale sino-américaine. Mais en Chine, on dit toujours que des opportunités coexistent toujours avec des défis. Ce qui me semble le plus important dans le développement de la Chine, c'est l'esprit ou la mentalité. On le constate depuis 70 ans, ou surtout depuis 40 ans, le lancement de la réforme économique, il y a un esprit combatif parmi le peuple aussi, la volonté d'avancer, on n'a pas peur de prendre des risques, on est optimiste sur l'avenir. Voilà. Claude, lui poser une question. Sophie Boisseau-du-Rocher, pourquoi est-ce que le Parti communiste chinois, auquel votre voisine attribue les mérites économiques de Chine, pourquoi est-ce que ce Parti communiste a réussi là où le Parti communiste de la glorieuse Union soviétique a échoué? Alors, pour de multiples raisons. Il y a d'abord une raison économique, je crois. Deng Xiaoping avait lancé les réformes en 1979, et donc quand il y a eu la première grosse crise en 1989, la crise de Tiananmen, eh bien, il y avait quand même déjà une amélioration très substantielle du niveau de vie des Chinois. Donc, ils ont voulu continuer dans cette trajectoire-là. Deuxième raison, c'est que l'Union soviétique s'est épuisée dans un combat un peu chimérique après le lancement de la guerre des étoiles par Reagan. Et troisième raison, et je crois que c'est la raison la plus importante, c'est que Li Peng et le Parti communiste n'ont pas hésité à tirer et à utiliser la répression. Et donc, il y a eu, si vous voulez, une espèce de... Là où Gorbatchev et les dirigeants communistes soviétiques ont été mous. On laissait faire, etc. Lui a tiré. Et c'est pas indifférent qu'un des premiers discours de Xi Jinping en 2012 a été... Personne ne peut remettre en cause le monopole du Parti communiste. Il est important que ce monopole soit reconnu et demain, il est évident que ça sera une bonne partie du discours du dirigeant chinois. En attendant, demain, on va s'intéresser à Mao. D'ailleurs, Xi Jinping s'est incliné 3 fois, je crois, aujourd'hui, devant le mausolée du grand timonier, Mao Tse-tung. Thibault Nolles qui prend la tête. Prise de tête. On leur prend, mais on leur rend. Mao Zedong, 126 ans, tyran, communiste, idole, chinois. Je suis Mao Zedong, fondateur de la République populaire de Chine en 1949, mort en 1976 d'un infarctus après une engueulade avec ma maîtresse de 50 ans, ma cadette. Ça faisait un moment que le grand timonier ne tenait plus la barre. Même si la gamine m'a foutu le feu au début.
Avec elle, 10 ans plus tard, je zone en peignoir, je collectionne maladies de Charcot, cataracte et tremblements. Phénix de Jade, c'est son nom, me donne ma bouillie. On picole en regardant des films, des Chaplin, des westerns et mes préférés, des films de cap et d'épée. Pense à mon œuvre. Un fils de paysan qui devient héros du roman national chinois, aussi célèbre que Confucius. Souviens-toi de la Grande Marche, pendant la guerre civile, où je suis avec mes braves soldats. T'étais allongé sur un brancard porté par 4 types. Même Bayrou, pendant son tour de France en bus, il prenait plus de risques. J'ai tout de même écrit Le Petit Livre Rouge, manuel de savoir-penser le plus vendu au monde après la Bible, qui m'a rendu riche. J'ai mis en œuvre le grand bond en avant et transformé les paysans en sidérurgistes, puis la révolution culturelle et transformé les jeunes en fanatiques d'un vieux grigou. Enfin, entre 50 et 70 millions de morts, du niveau d'Hitler ou Staline, hein. Voilà. Le point Godwin atteint en 1 minute 30. N'empêche, personne n'ose me critiquer. Il y a toujours mon portrait sur la porte de la paix céleste à Pékin. Je fous encore la trouille à plein de contre-révolutionnaires. J'adore. Il y a Ai Weiwei qui t'a fait un célèbre doigt d'honneur, place Tiananmen. Oh, lui, En tout cas, au PCC, ça ne moufte pas. On dit que les horreurs de la période maoïste sont un genre de secret de famille. La plupart des dirigeants et leurs familles étaient impliqués à l'époque, y compris la famille de Xi Jinping. Ouais, c'est leur festin à eux. Dogma, j'aime pas. Moi, je préfère la tulipe noire. Alain Delon. Merci Thibault Nolte. Claude. Il y a quelque chose de fascinant. Xi Jinping et sa famille ont été victimes de Mao. Lui-même a été exilé à la campagne comme membre d'une famille supposée hostile au régime. Comment peut-il s'incliner 3 fois devant le mausolée de l'homme qu'il a exilé, qu'il a persécuté? Qu'est-ce qui se passe en Chine pour qu'un dirigeant ultra-puissant en vienne à agir ainsi? Je pense que c'est aussi lié à la philosophie chinoise ou à la culture chinoise. C'est que dans la culture chinoise, tout le monde connaît le yin et yang. Ça veut dire que le bien et le mal peuvent coexister. On ne peut pas dire que quelque chose est absolument correct, quelque chose qui est absolument fausse. Donc il faut toujours relativiser des choses. Et je pense que pour Monsieur le Président Xi, il a plutôt regarder en fait ce qu'il devrait faire avec la Chine, au sein du parti, etc. Mais pas seulement en focalisant sur le passé. Sur le passé sanglant. Sur l'histoire. Ouais, sur l'histoire. Xi Jinping tient sa légitimité du Parti communiste. Et le Parti communiste a été fondé par Mao. Donc le raccourci est rapide. Et surtout, il fait partie des familles qu'on appelle les familles rouges, en fait, chinoises, ce qui lui donne aussi la légitimité, en fait, pour prendre le pouvoir. Ouais. Est-ce que Hong Kong gâche la fête? Ce qui se passe à Hong Kong, les manifestations depuis maintenant 5 ans, si on remonte au début de la révolte des parapluies Pierre Grosser, est-ce que ça gâche un petit peu les célébrations de ces jours-ci? Je pense que la gestion de la question de Hong Kong a été en partie dépendante de cette date du 1er octobre. C'est-à-dire qu'il fallait éviter qu'il y ait une crise trop importante, notamment un bain de sang, avant cette cérémonie si importante. À côté de ça, la grande question, c'est de savoir ce qu'on pense à Pékin. Est-ce qu'il y a une inquiétude? Je pense qu'il y a des espoirs sans doute assez excessifs de la part de quelques Occidentaux de penser que ça sera, depuis Hong Kong, une espèce de virus démocratique qui gagnera l'ensemble de la Chine. Je pense que du côté de Pékin, on est plutôt relativement calme. On pense que l'on peut gérer ça sur le temps long, avec évidemment un certain épuisement, l'exil d'un certain nombre de personnes. Demain, il peut se passer quelque chose je pense qu'il n'y a pas tant d'inquiétude à Pékin. On a souvent dit qu'ils ne voulaient absolument pas d'un nouveau Tiananmen parce que pour la légitimité internationale... Et parce qu'ils sont regardés aujourd'hui. J'en suis pas si sûr que cela. Mais je pense que la gestion fine de la crise, en faisant un peu pression sur les entreprises, en faisant pression un peu sur les travailleurs, peut permettre finalement de diluer ça sur le temps long. Évidemment, ces images ne sont pas excellentes. Je rappelle qu'il faut aussi penser à Taïwan, c'est-à-dire qu'il y a une solidarité en ce moment de Taïwan avec Hong Kong, qu'il y a des élections à Taïwan aussi, ça va être un enjeu important, et que le président Xi a rappelé il n'y a pas longtemps qu'il maintenait cette idée d'un pays de système. C'est évidemment un appel du pied à Taïwan. Donc ça fait beaucoup de facteurs
qui me font penser qu'on va plutôt attendre, et je n'imagine pas une répression massive pour le moment dans les rues de Hong Kong. Alors comment va l'économie, Nadia? Comment va le port? Parce que effectivement, il y a une crise majeure pour les autorités chinoises qui, là aussi, gâche un peu la fête. C'est donc cette épidémie de peste porcine qui a gagné l'Asie et qui fait des ravages, en particulier en Chine. Le virus a infecté 200 millions de bêtes, soit près de 50% du cheptel chinois. Et alors, il faut bien comprendre que le porc, c'est un incontournable à la fois pour l'économie et pour l'alimentation en Chine. La Chine, c'est le premier pays producteur de viande porcine, mais aussi le premier pays consommateur. 54 millions de tonnes de porc consommés en 2018, plus de la moitié, près de la moitié de la production mondiale. Et cette crise qui dure a un effet direct et assez spectaculaire sur le pouvoir d'achat des Chinois. Le prix du porc a augmenté de 50% en quelques mois à peine. Il est responsable également du tiers d'une inflation qui s'élève aujourd'hui à 2,8%. Cette crise, c'est aussi devenu, on s'en doute, un enjeu social et un motif peut-être de mécontentement populaire que le gouvernement essaye de calmer en libérant les stocks de porc congelés. 1 million de tonnes de porc congelés actuellement dans les congélateurs des administrations. Ça ne va pas suffire à calmer la gronde. Et le porc est finalement également devenu un enjeu géopolitique puisqu'il a fait éruption dans la guerre commerciale avec les États-Unis. Ça s'est passé le 13 septembre dernier. Pékin abolit les surtaxes douanières sur les importations de viande américaine. Et le cochon va être au menu des négociations à Washington en octobre. Sophie Boisseau-du-Rocher, c'est là peut-être le talon d'Achille chinois, une crise comme celle-ci qui va peser sur le porte-monnaie, sur le moral et donc peut-être sur la confiance des Chinois. Il y a des risques, évidemment. Mais je crois néanmoins que les autorités chinoises sont assez habiles pour gérer ce genre de risques. Donc, on l'a vu, ils ont, les importations de viande américaine vont être facilitées. Le porc breton va certainement en profiter aussi. Donc, il y a des ajustements qui se font. La Chine n'est pas à l'abri d'un ralentissement. Elle n'est pas à l'abri d'une crise. En revanche, les autorités sont assez souples pour gérer, de crainte précisément d'un enflammement sociétal. Donc, il n'y a pas de mécontentement aujourd'hui au sein de la population sur ces questions-là, sur cette inflation, il y a un mécontentement. Mais alors, ce qui est assez intéressant, c'est que le mécontentement se propage par Internet. Donc, il y a toutes les messageries. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui surveillent les réseaux sociaux. Et dès qu'on voit que la gronde devient trop menaçante, à ce moment-là, les autorités interviennent pour lâcher du lest. Une petite question, Pierre Grosser. Est-ce que le Parti communiste chinois tire sa légitimité d'une certaine manière d'abord du niveau de vie des Chinois, de l'amélioration permanente de ce niveau de vie? Et s'il arrête de s'améliorer, là, il peut y avoir un problème. Bien sûr. Bien sûr, c'est un élément essentiel et c'est un discours international absolument fondamental. C'est que le pays qui a sorti des centaines de millions de Chinois de la pauvreté, c'est la Chine. Il n'y en a pas d'autre. L'Inde n'est pas du tout au même niveau. Donc c'est un élément essentiel de la légitimité. Après, il y a la question quand même des inégalités sociales qui se posent. Et ça, c'est une question on persécute les étudiants en marxisme dans les universités chinoises, dans des universités. Parce qu'ils prennent ça au sérieux. Oui, dans certaines. En même temps, on essaye quand même de contrôler de plus en plus ce qu'ils apprennent et de leur enseigner beaucoup de marxisme et de maoïsme, bien entendu. Mais ce que je voudrais dire, c'est que normalement, les deux ressorts quand même du Parti communiste, et justement par rapport à l'Union soviétique, ça a été le succès économique et deuxièmement le nationalisme. C'est le cas quand même de la plupart des pays communistes d'Asie, c'est qu'ils étaient communistes certes, mais que ce communisme était un instrument de nationalisme. Ce qui était moins le cas, évidemment, en Europe de l'Est, pour des raisons que nous connaissons relativement bien. Et donc, on a l'impression que ces deux éléments de légitimation fonctionnent relativement bien aujourd'hui, et donc il n'y a pas des menaces immédiates sur le régime. Alors, revenons à la relation Amérique-Chine. Faites-nous écouter quelqu'un, Claude. Donald Trump, qui parlait devant l'Assemblée générale des Nations unies, c'était le 24 septembre, entendez-le expliquer sa conception des rapports avec la Chine. La deuxième plus grande économie du monde ne devrait pas se considérer comme un pays en développement pour profiter du système aux dépens des autres. Pendant des années, ces abus ont été tolérés, ignorés ou même encouragés. La mondialisation a eu un attrait religieux pour les dirigeants du passé, les poussant à ignorer leurs propres intérêts nationaux. Chun Yan-li, le discours de la Chine est que nous faisons tous partie d'un grand monde qui doit se développer harmonieusement. Quand on entend Donald Trump, est-ce qu'en réalité, le monde sera séparé entre ceux qui feront du commerce et seront les alliés ou les obligés de la Chine et ceux qui suivront les États-Unis ?
C'est vrai qu'aujourd'hui, la situation est devenue très complexe, en fait, entre, je dirais, un pays du futur, la Chine, et l'ancienne puissance. Et l'Amérique, c'est un pays du passé non, je veux dire en cours. Je parle du futur et le présent. Donc, par exemple, pour l'Europe, on doit faire un choix, en fait, entre les deux. Ah, l'Europe doit décider de s'agréger ou non au pôle du futur. Voilà, comment travailler avec les deux, en fait, finalement. Mais est-ce qu'il sera possible de travailler avec les deux sur des dossiers très techniques comme la 5G? Est-ce qu'à un moment donné, ce qui se passe avec Huawei, est-ce qu'il n'y aura pas de séparation réelle, physique, comme il y avait une séparation de blocs au temps de l'Union soviétique? Je pense qu'il y a certainement certaines séparations. Par exemple, dans le secteur digital, on constate qu'il y a deux systèmes digitaux qui fonctionnent différemment en Chine et aux États-Unis, en Europe aussi. Mais par contre, je pense aussi qu'il serait tout à fait possible de trouver des accords, de trouver des intérêts communs. Mais ça dépend beaucoup de la volonté de chacun et des méthodes de travail aussi. C'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où les différentes économies sont de plus en plus interconnectées. Donc, il est impossible de dire qu'il y a une partie qui va gagner et l'autre va perdre. C'est à chaque partie de s'asseoir tranquillement et de discuter avec d'autres parties et de trouver une solution. Alors, voilà. On aimerait que ce soit si simple. On aimerait que ce soit si simple et on a démontré dans notre ouvrage avec Emmanuel Dubois-de-Pris que précisément que c'était très complexe parce que les Chinois, au final, nous mettent devant la situation d'avoir ou pas à choisir et d'adopter certaines pratiques. Je vous donne un exemple très concret. La semaine dernière à Pékin, nous discutions avec des entreprises françaises. Ces entreprises nous disaient qu'elles étaient obligées, si elles voulaient faire des affaires en Chine, d'admettre certaines pratiques chinoises et certains faits qui sont pourtant comment dire... Sur lesquels? Sur par le exemple, respect des droits, des libertés, par exemple. voilà. La question de Taïwan. Plusieurs entreprises nous ont dit, on ne discute même plus maintenant, on écrit Taïwan-Chine, alors même qu'ils font des affaires à Taïwan. Mais simplement, on ne veut pas de problème. Donc, en fait, la question là est une question sur la question de Taïwan, mais sur la question finalement du respect des droits de l'homme ou du contrôle social, il va y avoir un moment où on va être vraiment au pied du mur. Pierre Gansert, vous dites qu'il est possible que les Chinois privilégient un système alternatif au système libre-échangiste et libéral dont ils profitent à l'heure actuelle, mais lequel serait-il? Non, ils profitent de ce système, mais la question qui se pose, c'est qui est-ce qui dirige la régulation de ce système. Et on le voit par exemple sur les fameuses routes de la soie, où il y a des systèmes d'arbitrage qui sont en train de se mettre, qui sont des systèmes d'arbitrage quand même, j'allais dire, à la chinoise. Donc là, on est dans l'alternatif. Mais ce qui est aussi une grande question sur justement l'avenir des relations entre la Chine et les États-Unis. Je rappelle quand même que c'est le 1er octobre 2049 qui va être la grande date pour savoir où est-ce qu'on en est, c'est que aussi dans les institutions qu'on pense être les institutions traditionnelles d'internationalisme libéral, comme par exemple les Nations Unies, les Chinois ont de plus en plus d'influence à la fois sur le vocabulaire qui est employé, sur les textes qui sont votés, et aussi par exemple sur les opérations de maintien de la paix, à la fois dans le financement et dans le nombre de casques bleus sur le terrain. C'est le mot de la fin pour ce soir. Merci à tous les trois.